Bonjour et bienvenue sur Tourisme Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, on se retrouve pour inaugurer un nouveau format qui, je l'espère, te plaira et sera le début d'une longue série d'épisodes. En effet, en cette période très difficile pour le tourisme, je souhaite mettre à l'honneur Vayarava Levi, diplômée en marketing communication ainsi qu'en responsabilité sociale des entreprises et qui est actuellement à la recherche de son premier contrat en CDD ou CDI, de préférence dans la RSE du tourisme. Dans le podcast de cette semaine, elle te détaille donc les compétences qu'elle a développées et les responsabilités qu'elle a assumées au cours de ses différentes expériences, de ses 2 masters à son alternance au sein du groupe Accor, en passant par 2 stages réalisés à Los Angeles. Elle te partage également sa vision du métier et son mindset en tant que professionnelle, ainsi que la manière dont elle organise sa recherche d'emploi en ces temps compliqués. En bref, cet épisode est un véritable CV audio, voire une sorte de pré-entretien, utile pour en apprendre davantage sur Vayarava et ses motivations si tu es recruteur, pour te remotiver si tu es toi aussi à la recherche d'un travail dans le tourisme, ou tout simplement pour être solidaire en repartageant ce podcast sur LinkedIn par exemple. Merci d'avance et bonne écoute. Bonjour Vayarava, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter ? Bonjour Marie, alors c'est avec grand plaisir. Je m'appelle Vayarava, je viens de Tahiti. Après avoir eu mon bac, j'ai décidé de venir ici en France métropolitaine pour continuer mes études. Donc ça fait à peu près 8 ans que je suis ici. J'ai à mon actif 2 masters, un master en marketing communication que j'ai eu en 2017 et un deuxième master en RSE. Donc à chaque fois, j'ai privilégié les stages en entreprise pour toutes mes études. Et tous les stages que j'ai effectués, c'était dans des structures touristiques, donc en compagnie aérienne, en agence touristique, en office de tourisme et même dans l'hôtellerie. Donc j'ai vraiment voulu comprendre comment est-ce que chaque structure fonctionnait, quels étaient leurs enjeux, quels étaient leurs objectifs, leurs clients, etc. Donc ça m'a amené aujourd'hui à me spécialiser dans le développement durable, dans le tourisme si possible, mais voilà, en ce moment c'est pas très évident vu la situation sanitaire. Ouais. Mais du coup, j'essaie de découvrir d'autres secteurs. Et de toute façon, le tourisme est tellement important qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont liés à cette activité. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Et du coup, tu fais des expériences dans le tourisme depuis le tout début, mais tes études, c'était pas du tout axé sur le tourisme. Du coup, comment est-ce que tu as décidé de te lancer dans le tourisme dès le départ ? Oui, alors le tourisme m'a toujours intéressée depuis que je suis petite. Mes parents, ils étaient là-dedans, donc je pense que je baignais là-dedans naturellement. Et puis, ça m'est venu comme ça, en fait. Je me suis jamais posé la question, mais j'ai toujours été attirée par le tourisme, par accueillir les touristes. Voilà, ça m'a toujours interpellée. Mais par contre, je voulais pas forcément avoir des études spécialisées en ça. Je voulais vraiment avoir un regard général sur le marché économique pour justement mieux comprendre les enjeux de chaque acteur. Donc, il n'y a pas que le tourisme, il y a d'autres acteurs qui sont très importants pour un marché. Voilà, donc je voulais comprendre vraiment les enjeux de chaque secteur, chaque acteur en fonction de leur activité, de leur taille, etc. Mais par contre, voilà, vu que j'ai toujours été attirée par le tourisme et que j'ai même des projets dans ce secteur-là, donc pour mes stages, j'axe vraiment sur les secteurs touristiques. D'accord. C'est intéressant comme raisonnement en tout cas. C'est vrai que c'est pas habituel entre guillemets parce que moi je sais que par exemple j'ai fait des études en tourisme parce que je savais que ça m'intéressait et que j'aurais pas su quoi faire d'autre en fait. En me disant bah je suis intéressée par ça donc forcément je vais me diriger dans des études qui sont spécialisées dans ce secteur. Mais du coup c'est marrant de voir que toi tu as suivi une autre voie. Du coup, est-ce que tu peux juste revenir un peu ouais, sur les différentes expériences que tu as eues, enfin tes différents stages, etc. Oui, alors mes stages, j'en ai effectué plusieurs pour chaque année. Et donc j'en ai fait à Tahiti, ici en France, donc à Paris plus précisément, et aussi aux États-Unis. Donc j'ai eu la chance de réaliser 2 stages, un de 2 mois et un de 4 mois aux États-Unis à Los Angeles. Donc dans une compagnie aérienne Air Tahiti Nui et à l'office de tourisme Tahiti Tourisme. Donc bon, même mes stages, la plupart étaient axés sur le marché polynésien. Mais bon, c'est parce que ça, je suis polynésienne, que je suis très attachée à mes origines et que quand on est loin de chez soi, ça nous manque et donc voilà. Et puis une alternance au sein du groupe Accor ici sur Paris qui a été une très belle expérience aussi. D'accord. Et du coup, cette dernière expérience, c'est là que tu t'es plus axée sur la RSE. Alors oui, donc après avoir obtenu mon master en marketing communication, je cherchais toujours un petit peu ma voie parce que bon, dans les offres d'emploi au niveau marketing, au final, je m'y trouvais pas vraiment.
Et vu que le développement durable m'a toujours intéressée, donc j'ai cherché des formations sur ce thème-là. Et j'ai trouvé une formation en alternance en RSE, donc de développement durable axé aux entreprises. Donc avec cette formation-là, j'ai réalisé une alternance voilà, au sein du groupe Accor. Et donc oui, alors ce que j'ai beaucoup apprécié pour cette alternance, donc c'était aux achats durables. Donc en fait, j'étais en contact avec plus de 700 fournisseurs du monde entier, du groupe Accor. Donc à travers cette expérience-là, je me suis vraiment rendu compte que les enjeux RSE n'étaient pas les mêmes pour toutes les entreprises, pour tous les acteurs, parce que ça dépendait de leur activité, de leur position géographique. Donc c'est-à-dire que les enjeux RSE ne sont pas les mêmes ici en France qu'au Brésil, par exemple. Et aussi en fonction de la taille de l'entreprise, donc au niveau des salariés, au niveau du chiffre d'affaires qu'ils font à l'année. Donc voilà, donc en fait, il y a un processus très bien mis en place au sein du groupe Accor. Et du coup, il fallait toujours adapter son discours, bien sûr, en fonction du fournisseur et aussi en fonction de ses enjeux, parce que un grand groupe comme Air France n'a pas forcément les mêmes moyens qu'un petit fournisseur qui est en entreprise familiale où il y a uniquement ses enfants qui travaillent avec le papa. Donc, il fallait que j'adapte mon discours, il fallait aussi que j'adapte mon process parfois parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps de répondre à nos questions et à nos exigences. Donc, ce que j'ai vraiment apprécié de cette alternance-là, c'est que j'ai été en contact avec énormément de fournisseurs qui n'avaient pas les mêmes enjeux. Et donc, c'était un vrai défi pour moi d'adapter un processus assez exigeant quand même du groupe Accor aux enjeux de chaque fournisseur. Ok. Et est-ce que tu peux juste détailler un petit peu aussi les missions que tu faisais? Enfin, du coup, les achats durables, concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu achètes? Moi, je faisais pas forcément de l'achat. Moi, j'étais Mhm. plus en back-office, on va dire, parce que le groupe Accor est tellement grand. Donc, il y a les acheteurs pour ça qui, eux, négocient les prix, négocient les contrats, etc. Ok. Et puis, en fait, moi, au niveau des achats durables, j'avais pour mission, pour synthétiser, c'était de m'assurer que chaque fournisseur faisait des efforts pour moins polluer, par exemple, pour moins polluer, et puis aussi au niveau social, donc de ne pas oublier le capital humain de son entreprise. Donc, en fait, j'étais en contact avec eux pour leur expliquer notre process. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une charte achat durable à signer, qu'il y avait un questionnaire ou une évaluation à répondre. Ensuite, que pour certains fournisseurs, en fonction de leur activité, qu'il y avait des audits sur site à réaliser. Donc, voilà. Donc, en fait, l'objectif pour Accor, au fil des années, c'est que les fournisseurs, oui, ils polluent moins, mais qu'ils fassent des efforts chaque année. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à un fournisseur qu'il soit zéro déchet, par exemple, du jour au lendemain. Ça, c'est pratiquement impossible parce qu'il y a tout un process. Il y a parfois un processus de fabrication à adapter. Voilà, donc nous, en fait, ce qu'on demandait aux fournisseurs, c'est de ne pas être clean du jour au lendemain, c'est de faire des efforts chaque année, de se dire, OK, cette année, vous avez fait des efforts là-dessus, maintenant, l'année prochaine, essayez de faire d'autres efforts sur autre chose. J'avais aussi pour mission de sensibiliser, parfois sur le développement durable, d'accompagner, c'est-à-dire des fois, il y avait notamment des TPE, PME qui savaient ce que c'était que la RSE, mais qui savaient pas comment l'appliquer à leur activité. Donc, parfois, je les accompagnais sur certaines petites actions qui étaient faciles à faire tous les jours, par exemple, et puis je leur dis, en fonction de votre activité, il faut que vous adaptiez tel processus, telle fabrication, etc. D'accord, très bien. Et est-ce que aussi tu participais à les nouvelles mesures qui auraient pu être prises par les fournisseurs pour avoir un impact environnemental moindre? Ou est-ce que ça, c'est une autre équipe qui s'en occupe? Je participais pas forcément à de nouvelles démarches pour les fournisseurs, mais par exemple, dans la stratégie achat durable, l'année dernière, Accor réfléchissait à une stratégie d'achat inclusif. Donc, en partenariat avec d'autres grandes entreprises de France, donc comme AXA, il y avait la BNP, enfin, il y avait une vingtaine de grandes entreprises françaises qui s'étaient réunies pour réfléchir sur la question des achats inclusifs. C'est-à-dire plus accès à des achats pour des petites entreprises, par exemple, pour aider les TPE, PME à se développer. Aussi au niveau des entreprises adaptées, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, embauchent beaucoup de personnes en situation de handicap ou même en réintégration sociale, etc. Donc, on se réunissait tous peut-être à peu près une fois par mois pour échanger sur ce qui était possible en fonction de l'entreprise, du groupe, et comment est-ce qu'on pourrait tous développer une démarche, une stratégie d'achat inclusif en commun. D'accord. Merci pour ces précisions. Et du coup, je voulais juste revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu avais fait des stages aux États-Unis, tu as fait des stages aussi en France. Du coup, pourquoi est-ce que t'es pas resté aux États-Unis après? Pourquoi est-ce que tu as décidé de venir en métropole aussi? Alors déjà, j'ai décidé de venir ici en France métropolitaine parce que Tahiti, c'est des petites îles, donc comme on dit, c'est paradisiaque.
Mais c'est pas la même chose que de vivre dans un grand pays Mmh. comme la France. Et donc, j'ai voulu découvrir ce mode de vie-là. Et je voulais élargir mes horizons, avoir une ouverture d'esprit. Donc, c'est d'abord pour ça que je suis venue ici en France. Mmh. Puis aussi pour en profiter pour avoir de bonnes expériences avec des entreprises notables. Donc voilà. Et ensuite les États-Unis, parce que pour la Polynésie française, par exemple, au niveau touristique, le marché américain est très important pour nous. Ça représente à peu près 30 à 40% lui tout seul. Et Mmh. aussi, bon, les États-Unis, c'est un marché tellement complexe, on va dire. C'est tellement différent au niveau de l'esprit des Américains que ceux des Français. Donc j'ai voulu découvrir un peu le monde professionnel des États-Unis parce que bon, j'ai été souvent allée pour les vacances, mais c'est pas la même chose Mmh. que d'y vivre et d'y travailler. Donc c'était vraiment tout un monde, on va dire, toute une réflexion que je voulais découvrir aux États-Unis. Et donc bon, j'ai eu la chance de connaître certains professionnels du milieu. Je les ai contactés et puis ils m'ont accueilli à bras ouverts pour un stage de 2 mois et de 4 mois là-bas. Donc c'était très enrichissant. Là-bas, time is money, donc ça va très vite. Les Américains, eux, ben, ils hésitent pas à prendre des risques, ils hésitent pas à foncer et tout. Donc, c'était vraiment, vraiment de très belles expériences que je regrette pas du tout et que je conseille vraiment à tout le monde. Bon, c'est difficile parce qu'en plus, il y a aussi au niveau administratif, il y a des visas à avoir. Enfin, Mmh. c'est un long process. Moi, j'ai mis 3 mois pour avoir mes visas. Ah oui. Mais voilà, mais ça vaut le coup. C'est très intense et c'est très enrichissant. D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce que tu n'as pas souhaité rester là-bas au final après tes 2 stages? Ben, je m'y vois pas y vivre en fait, parce que D'accord. bon, c'est un autre concept là-bas. Mmh. Et c'est très bien pour y travailler, pour les vacances et tout, mais y vivre, je pense pas. Après, bon, si on m'appelle demain pour un contrat d'1 an ou 2 ans, j'y vais, ça c'est sûr, mais pas pour y vivre. D'accord. Et donc du coup, là, tu me disais, que tu étais à la recherche, d'un nouvel emploi. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire un peu tes techniques de recherche d'emploi, les difficultés que tu peux rencontrer? Moi, ici, on m'a toujours dit qu'il fallait envoyer 200 CV tous les mois ou tous les 2 mois, ou je sais pas, mais moi, je suis Mmh. pas du tout comme ça. Moi, je sélectionne beaucoup les entreprises et les offres que je vois, par exemple, sur Internet. Alors, je suis beaucoup sur LinkedIn ou même parfois d'autres plateformes d'offres d'emploi. Mais après, ben, dès que je vois une offre où les missions sont intéressantes, je me renseigne sur l'entreprise, sur ce qu'elle fait, son activité, mais aussi au niveau développement durable, qu'est-ce qu'elle fait vraiment, si elle répond uniquement aux exigences réglementaires ou si elle le fait vraiment d'elle-même. Donc voilà, donc moi j'aime bien l'honnêteté, je vérifie ça, je vérifie que les entreprises le font vraiment parce qu'elles veulent moins polluer par exemple ou améliorer leurs conditions de travail. Donc je fais beaucoup de recherches sur l'entreprise avant soit de postuler ou soit même parfois d'envoyer des candidatures spontanées. Donc après, lorsque c'est des candidatures spontanées, bien sûr, je cherche des contacts, des emails, donc parfois j'envoie aux adresses standards là, de recrutement ou RH. Et parfois, ben, j'essaie de trouver des responsables que je cible sur LinkedIn et tout. Donc soit je leur envoie un petit message, ou j'essaie même des fois de chercher leurs adresses professionnelles. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je cible vraiment sur des entreprises qui sont honnêtes envers eux-mêmes et envers leurs clients. OK. C'est bien de voir que, même si on t'a conseillé d'envoyer plein de CV, au final, toi, tu choisis vraiment, les postes qui t'intéressent et j'imagine que tu passes plus de temps sur chaque candidature. Oui, oui, exactement. Vu que je fais des recherches et tout, donc ça me prend quand même beaucoup de temps, mais après, même mes lettres de motivation, par exemple, elles sont toutes personnalisées, enfin, Mmh. parce que je parle vraiment de ce qui m'attire chez eux, de quelle mission m'a interpellé le plus et tout. Donc, je m'adapte, j'adapte aussi au secteur. Donc là, comme je vous disais, je suis plus attirée par le tourisme et en ce moment, le tourisme n'est pas très porteur. Donc, Mmh. je m'ouvre à d'autres secteurs et puis de toute façon, je trouve ça tellement toujours intéressant d'apprendre plus que du coup, ça ne me dérange pas forcément. Ouais, complètement. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'envoie pas 10 000 CV à droite à gauche parce qu'au final, il n'y a pas tant d'annonces que ça qui correspondent toujours à ce qu'on a envie de faire. Mhm. Donc, ouais, vaut mieux passer plus de temps sur une annonce qui nous plaît vraiment. Et du coup, est-ce Exactement, que oui. au niveau du CV ou des entretiens, par exemple, puisque la lettre de motivation, tu viens d'en parler, mais sur ton CV ou quand tu passes des entretiens, est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées qui fonctionnaient bien? Oui, quand même. Donc, mes stages aux États-Unis font quand même une petite différence. Bon, même si ici, il y en a beaucoup qui font des stages aussi à l'étranger, mais je sais que ça leur attire beaucoup. Et puis aussi le Mhm. fait que je vienne de Tahiti. Parfois, ils l'entendent aussi dans mon accent, donc ils disent à chaque fois que au moins j'amène du soleil, donc ça me fait plaisir.
Et puis après, je pense que c'est dans l'entretien où le plus souvent, ça a été toujours des entretiens positifs pour moi, Mhm. parce que c'était pas forcément des entretiens, mais c'était plus des discussions professionnelles, on va dire, sur mes projets, sur leurs projets, sur les missions qu'ils proposent. Et puis même au niveau du relationnel, on m'a toujours dit que j'étais très accueillante, que j'étais ouverte et tout. Donc, je pense que ça se ressent aussi pendant les entretiens. Donc, il y a très souvent eu des résultats positifs. Donc, même si parfois ça ne menait pas forcément à une embauche, mais au moins je sentais que le recruteur était à l'aise avec moi et que moi aussi j'étais à l'aise avec eux. Et donc, ça a toujours été intéressant pour moi. D'accord. Et du coup, depuis que tu travailles dans la RSE, est-ce que tu as remarqué qu'il y a une qualité ou une compétence qu'il a fallu que tu développes et du coup, chez Accor, tu as réussi à devenir bonne là-dedans? Je dirais le relationnel. Mhm. Donc, la communication, être à l'écoute. Voilà, parce que je disais, les enjeux ne sont pas les mêmes pour tous. Et donc, il faut savoir les écouter, il faut savoir trouver des solutions en fonction de nos objectifs aussi à nous. Donc, le relationnel, c'est-à-dire l'écoute, essayer d'accompagner au mieux, de sensibiliser même parfois, et aussi s'adapter. Adapter son discours, adapter sa façon de travailler, voilà, donc moi je dirais vraiment que ces deux-là, le relationnel et la capacité d'adaptation, pour toutes les missions que j'ai dû effectuer, ces deux-là étaient les qualités majeures, on va dire, que j'ai dû soit développer ou mettre en avant. Ok. Et c'est intéressant aussi de voir ces aspects-là. Souvent, en fonction des métiers, j'ai remarqué, en général, il y a deux types de compétences. Il y a ouais, soit la capacité d'adaptation, après toi, tu as dit aussi le relationnel, et une autre chose, c'est la curiosité. Ça revient super souvent. On me dise que c'est important d'avoir l'esprit ouvert, de vouloir toujours creuser quand on te met un problème, etc. Donc, c'est Ah intéressant. oui, exactement. L'ouverture d'esprit, pour moi, c'est très important. D'ailleurs, ça a été même le premier objectif Mhm. pour moi de venir ici en France, par exemple, et de faire des stages aussi aux États-Unis. C'est vraiment que je veux vraiment pas me cantonner à une seule vision. Même moi, dans ma vie personnelle, c'est que à côté de mes études et de mes stages, par exemple, je suis aussi très active au niveau des associations. Et donc, même là, j'ai par exemple organisé des événements culturels. Là, en ce moment, j'assiste une très bonne amie à moi à organiser une exposition d'œuvres d'art, alors que l'art, enfin, les œuvres d'art, je n'y connais pas forcément. Mais quand elle m'a demandé de l'aide, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Pourquoi? Pour justement apprendre plus sur le milieu artistique. Donc oui, l'ouverture d'esprit est très importante. Ça Mhm. oui. Et pour tous les sujets au niveau politique, au niveau religion ou d'autres sujets sociaux, c'est très important l'ouverture d'esprit. Et encore plus aujourd'hui où on est dans un monde tellement médiatisé, où tout est ouvert, les frontières sont toutes ouvertes par Internet et tout. Donc il y a intérêt à avoir une ouverture d'esprit. Ça Mhm. oui. Et du coup, cette exposition, ce sera dans quel cadre? Alors ça sera à Toulouse et à Tahiti d'ailleurs en simultané en Ah, début d'accord. décembre. Et c'est une exposition d'œuvres d'art d'artistes polynésiens. Donc à Toulouse, ça sera uniquement des reproductions en lithographie numérique ou en papier d'art. Donc Mhm. ceux qui sont dans le milieu artistique ici connaisseraient bien. Et à Tahiti, ça sera les œuvres originales qui seront exposées. Donc bon, là, on continue à l'organiser comme si il n'y a aucun problème au niveau sanitaire, mais Mhm. bien sûr, si la situation nous oblige à décaler l'exposition, ben, on va décaler. Mais pour le moment, c'est du 1er au 13 décembre D'accord. 2020 à Toulouse. D'accord. Et du coup, c'est dans le cadre d'une association? Non, en fait, c'est une start-up qui s'est montée l'année dernière à Tahiti, donc par mon ami, qui a pour but de promouvoir les artistes polynésiens, qui a déjà une exposition de l'an passé à son actif. Et là, elle voulait continuer une autre exposition cette année. Et puis bon, avec la situation actuelle, elle a trouvé uniquement en décembre pour le faire. D'accord. C'est quand même top. Et est-ce que du coup, vous avez peut-être réfléchi, si jamais les confinements sont prolongés, ce que j'espère pas, est-ce que vous réfléchissez peut-être à faire une version virtuelle ou des événements en ligne? Alors, pour le moment, on veut vraiment le maintenir, donc même si ça va être Mhm. décalé à plus tard en décembre ou plus tard en janvier ou février. Mais par contre, on veut vraiment le faire en physique. Je pense que c'est parce que on s'attache un petit peu au contact humain. Mhm. Puis bon, malgré la situation, on va essayer de respecter les gestes barrières. Ok, très bien. Et sinon, bon, la recherche d'emploi, ça prend beaucoup de temps, hein. C'est presque un métier à temps plein, si je puis dire. Je l'ai déjà expérimenté aussi. Mais est-ce que tu fais encore d'autres activités à côté? Est-ce que tu essayes de prendre du temps pour développer de nouvelles compétences, te former sur d'autres sujets? Oui, bon, des fois, je me fais des pauses, hein. Je candidate pas tous les jours parce que je Oui, pense bien que sûr. ça monte un peu trop à la tête ensuite. Donc, faut savoir prendre du recul, prendre Mhm. du temps pour soi.
Donc oui, donc des fois, j'essaie de m'informer sur d'autres sujets, donc sur internet, je lis des articles, je lis des recherches, parfois toujours liées au développement durable, donc par exemple sur les énergies renouvelables, sur, la gestion des déchets qui sont des sujets qui m'interpellent beaucoup et aussi sur d'autres sujets au niveau culturel. Je lis beaucoup aussi quand même, donc des romans, là, je viens de finir un puzzle de 1000 pièces, qui m'a, pris, 5 jours de confinement, Ah mais oui. je suis, contente du résultat. Donc j'essaie de toujours faire quelque chose. En général, je suis une fille assez active, donc j'aime pas, rester forcément dans son canapé toute la journée, tous les jours et tout. Bon, j'avoue que quand même ça fait du bien, mais Bien sûr. j'aime bien avoir, l'esprit toujours occupé. OK, ça marche. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu es particulièrement fière dans ton parcours, jusqu'à présent? Alors, tous mes stages se sont très bien passés, ça a été très enrichissant chacun d'entre eux, mais je pense qu'il y a peut-être 2 expériences qui m'ont encore plus marquée. Donc, mon premier stage aux États-Unis, qui s'est Mmh. passé uniquement pendant 2 mois, donc c'était très court, mais en même temps très intense. J'étais même en totale autonomie pour une démission parce que ma responsable était en congé. Ah oui. Mais par exemple, j'ai dû gérer un partenariat avec une marque de maillots de bain qui allait à Tahiti pour choisir une photo et tout. Et en fait, je m'en suis occupée pour délivrer les billets d'avion et aussi d'autres trucs qu'il y avait dans le contrat. Donc en fait, Mmh. pendant 2, 3 semaines, j'ai été 100% là-dessus. Puis bon, en plus mon anglais, bon, j'avais déjà un assez bon niveau, mais là, mon anglais professionnel s'est amélioré du jour au lendemain parce que Mmh. justement, j'étais toute seule cette fois-ci à communiquer avec une marque de maillots de bain. Là, je parle d'une seule mission, mais il y avait d'autres missions pendant ce stage-là qui a tellement été intense, tellement ça s'est vite passé et tout que je suis sortie de là et puis j'étais une nouvelle moi en fait. J'étais plus la même. Donc voilà, il y avait beaucoup de défis. Et puis aussi celui de l'année dernière, mon alternance, où là j'étais en contact avec 700 personnes, 700 fournisseurs du monde entier. Même là, j'étais en totale autonomie parce que ma responsable était absente aussi pendant quelques mois. D'accord. Donc j'étais vraiment, livrée à moi-même. Mais bon après, j'hésitais pas à poser des questions à d'autres personnes qui connaissaient le sujet, qui étaient aussi au niveau des achats et tout. Donc j'étais pas forcément toute seule, mais on va dire que j'étais vraiment en totale autonomie à gérer, plus de 700 fournisseurs pendant toute une année. Donc ça a été très enrichissant pour moi. Je comprends totalement. Je me souviens que quand j'étais en alternance aussi, ma responsable avait démissionné et du coup pendant quelques mois, il y avait personne pour la remplacer, donc c'est vrai que c'était très intense, mais du coup, Ouais. bah, on apprend beaucoup plus aussi grâce à ça. Oui, on se doute pas qu'on pourrait faire ça, alors que quand Mmh. ça arrive, tu obligé, donc tu le fais, donc tu avances et voilà. Ouais, ouais, complètement. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose parfois qui t'a bloqué ou une difficulté vraiment, qui t'a posé plus problème que les autres et comment est-ce que t'as fait pour la surmonter du coup? Alors, j'ai pas forcément eu de grosses difficultés, mais on va dire que parfois, en tant que stagiaire, on te prend souvent comme la petite secrétaire ou comme quelqu'un qui n'y connaît rien. Et donc, en fait, parfois, j'ai dû aller de moi-même demander du travail ou parfois de leur faire comprendre que je pouvais faire autre chose, que je pouvais faire bien plus que ce qu'ils pensaient. Mmh. Donc, c'était plutôt se prouver à soi-même et aussi prouver aux autres que je suis pas juste une gamine de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Je suis ici pour apprendre, je suis ici parce que j'ai aussi des compétences et donc laissez-moi prouver que je peux le faire. Mmh. Donc, il fallait souvent quand même trouver sa place. Mais il faut pas se laisser aller, il faut pas juste accepter les photocopies qu'on te demande, il faut aussi bon les faire, ok, mais après leur dire, ben écoutez, donnez-moi aussi quelque chose d'intéressant, quoi. Et laissez-moi vous aider à remplir vos missions, à atteindre vos objectifs et tout. Mmh. Donc, j'ai pas forcément eu de grandes difficultés parce qu'à chaque fois, quand j'avais un blanc, je posais des questions ou j'essayais de faire des recherches moi-même et tout. Donc, j'essayais d'être assez autonome. Mmh. Mais c'est surtout, je pense, prouver sa place, même si on n'est que stagiaire, non, on est quelqu'un qui est ici pour réaliser des missions, pour développer des compétences et aussi pour aider à atteindre les objectifs de l'entreprise. Du coup, là aussi encore, c'est, du relationnel parce que c'est pas facile de dire à quelqu'un qui est censé être notre responsable que on s'occupe pas bien de nous. Oui, exactement, oui. Alors bon, après, il faut pas le dire ça comme ça. Ouais, ouais. Il faut trouver les bons mots, il faut trouver aussi le bon moment. Mais en fait, oui, quand je veux dire, il faut se faire sa place, c'est pas il faut se battre physiquement, mais il faut juste faire comprendre aux personnes que on a des compétences Mmh. et au pire, même si on n'a pas des compétences, on peut apprendre. D'ailleurs, on est même là pour ça. Donc Ouais. voilà. Donc oui, après, il faut savoir dire tout ça parce que surtout comme tu dis que sont nos responsables, donc c'est pas évident. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur. Il faut oser avec les bons mots. Donc voilà. OK. Je pense que j'ai fait le tour de mon côté.
Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas demandé, donc peut-être quelque chose que tu trouves important dans ton parcours, que j'en ai pas du tout parlé et que tu voudrais préciser? J'aimerais revenir sur le fait de devoir envoyer 200 CV. Ouais. D'ailleurs, je vois souvent sur LinkedIn, par exemple, des personnes qui demandent de l'aide et qui disent: «Ah, j'ai envoyé 200 CV, mais je comprends pas, j'ai pas d'entretien ou j'en ai très peu». Écoutez, il faut pas forcément écouter ça, en fait. Il faut savoir ce qu'on veut apprendre, où est-ce qu'on veut se développer. Mhm. Et faire des recherches là-dessus, en fait, voir comment est-ce qu'on peut faire la différence et pas juste envoyer 200 CV qui, en plus, ne sont pas forcément, de bonne qualité parfois, où ils sont tellement enfin, les lettres de motivation sont les mêmes pour toutes, alors que non, pas du tout. Mm. Il faut adapter son discours, il faut savoir ce qu'on veut et il faut pas aussi hésiter à, trouver d'autres contacts, à trouver d'autres moyens de candidature. Donc moi, par exemple, il y avait une entreprise là cette année, enfin cet été qui m'intéressait beaucoup. Je voyais que sur l'offre d'emploi, ils demandaient 5 ans à 6 ans d'expérience. Mhm. Mais voilà, tellement je voulais avoir au moins un entretien qu'en fait, j'ai essayé toutes les adresses email de cette personne-là avec toutes les constructions de arobase entreprise et tout. Au final, j'ai réussi à envoyer l'email et puis en fait, elle m'a rappelé juste parce qu'elle a vu que j'avais vraiment essayé d'avoir un contact et donc à la fin de l'entretien, elle m'a dit mais comment est-ce que vous m'avez trouvé? Et je lui ai dit bah écoutez en fait, j'ai essayé 5 à 6 adresses email et la sixième était la bonne. Et elle m'a dit: «Eh ben, écoutez, c'est vraiment pour ça que je vous ai contacté, parce que j'ai vu que vous vouliez vraiment au moins avoir un contact, au moins avoir un entretien». Et je dis: «Beh, c'est exactement ça». Donc quand on veut quelque chose, il faut pas forcément baisser les bras sur l'offre d'emploi qui demande 10 ans d'expérience, parce qu'on Mhm. n'a pas forcément 10 ans. Mais si on veut vraiment, ben, il faut essayer par tous les moyens d'avoir au moins un contact. Bah merci beaucoup. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il faut pas se mettre de barrières non plus soi-même. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc Ouais, ouais, c'est vrai que de toute façon, on répond jamais à une offre d'emploi à 100%. Il y aura oui, toujours quelque exactement. chose qu'on n'aura pas. Donc merci pour cette piqûre de rappel du coup. Et je te souhaite une bonne journée et bon courage aussi pour la suite de tes recherches. Eh bien, merci à toi, merci pour cette opportunité de m'exprimer et puis, bah, peut-être à bientôt, hein, dans le monde professionnel, on Ouais, verra bien. avec plaisir. Merci. Au Je revoir. t'en prie, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ce nouveau format t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en le likant et j'en referai d'autres. Tu peux également le partager sur LinkedIn en taguant Vayarava pour la soutenir et l'aider à trouver un contrat dans la RSE du tourisme. Le lien de son compte est dans les notes du podcast. En cette période délicate, c'est vraiment important qu'on se serre les coudes. D'ailleurs, si tu es toi aussi à la recherche d'un emploi, peu importe que ce soit un stage, une alternance, un CDD, un CDI, un contrat d'intérim, si l'idée de réaliser ton CV audio avec moi te plaît, tu peux me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram, les liens sont aussi dans la description, et on pourra en discuter ensemble. Je te dis à tout de suite sur les réseaux, et sinon à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Tourism Marimi. Salut!